Bonjour et bienvenue à cette édition en ligne du LEC. Je suis François Benveniste, directeur clientèle chez Détail, agence de communication digitale, et avec Vincent Mermillot, directeur conseil, nous allons vous présenter aujourd'hui 10 conseils pour digitaliser vos événements. Sans plus attendre, je laisse la place à Vincent qui va vous présenter le premier conseil. Un digital event est un exercice de communication. Le format et son interactivité ne doivent pas éclipser la réalité profonde de ce qu'est un digital event. Et comme tout exercice de communication, un site, une campagne, un film, le digital event est un format qui permet de répondre à des objectifs. Alors, quels objectifs pour mon digital event? Les objectifs sont arrangés dans 3 familles. Communication. Quelle est l'image que je souhaite donner de mon produit, de ma marque? Je veux renvoyer l'image d'une marque innovante, dynamique, humaine, premium. Et là, pour envoyer une image claire, il faut faire des choix. Deuxième famille d'objectifs, marketing. Quelle dimension de ma relation avec mes publics je souhaite faire évoluer? Je veux travailler ma notoriété, ma considération, ma préférence, ma fidélisation. Voilà. Autant d'objectifs sur lesquels il va falloir faire des choix. Enfin, troisième famille, business. Quelle action je cherche à déclencher chez mon public? Je veux des likes, des vues, des leads, des ventes. Autant de transformations potentielles qu'il va falloir prioriser. On se focalise assez souvent et naturellement, dans le cadre d'un digital event, sur l'objectif business, déclencher des rendez-vous, remplir un carnet de commandes, et c'est bien. Il ne faut néanmoins pas oublier, ne jamais oublier les dimensions communication de l'exercice. Et le fait qu'au cours de celui-ci, je renvoie toujours l'image de ma marque. Alors, autant l'anticiper et la travailler. Comme tout exercice de communication, le digital event est une rencontre entre une marque et ses publics. Cette rencontre, ou expérience, pour qu'elle soit un succès et remplisse notamment vos objectifs, il faut la concevoir en s'appuyant sur ce qu'est votre marque, votre histoire, vos expertises et vos offres, l'environnement dans lequel vous évoluez, et qui sont vos publics. Où sont-ils? Que cherchent-ils? Quels sont leurs moyens et appétences technologiques? Après, une fois qu'on a ces 2 hypothèses de départ, votre marque et vos publics, concevoir la bonne expérience revient à trouver la plateforme de communication qui va faire le lien entre les deux. Alors, une plateforme de communication, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un concept, une big idea publicitaire qui doit être à la fois vraie quant à ce qu'est votre marque et en ligne avec vos objectifs, et assez puissante pour inspirer des concepts frais et forts de contenu, de recrutement. La plateforme de communication, c'est également un système. C'est un système qui va nous permettre de déterminer ce qui va faire du sens afin de développer une histoire consistante. Consistante sur les différents touchpoints, mailing, landing, cadeaux, et consistante également dans le temps, de l'invitation au replay en passant par le live. Et sinon, concrètement, une plateforme de communication, c'est quoi? C'est un manifeste, une signature, un logo, un key visual, une direction artistique, une ligne éditoriale, voilà, tout ce qui va nous permettre de déployer un concept de manière fidèle sur tous les touchpoints. Quand on travaille dans la communication, et encore plus dans le web, on a l'habitude de dire « content is king ». Tout commence par le contenu. Par ce que vous avez à dire, les messages que vous voulez faire passer, et ensuite le travail du marketing, c'est de rendre ce contenu adapté, acceptable. Celui du design, le rendre beau. Celui de l'UX, de le rendre digeste et compréhensible. Mais sans contenu, vous n'êtes rien. Les événements n'échappent pas à cette règle, et il est fondamental de bien identifier ce que vous voulez dire, vos messages, que ce soit dans des films, des interviews, dans les différents moments de votre conférence, mais aussi d'identifier des contenus plus légers et fun qui permettront de donner du rythme. C'est aussi le contenu qui permettra de définir l'agenda, le programme de l'event et de poser un premier périmètre afin d'entamer la discussion sur la répartition du budget entre les différents postes et qui permettra de faire les arbitrages nécessaires. 2 questions importantes à vous poser. Pour la production du contenu, avez-vous besoin simplement d'un zoom derrière votre ordinateur ou bien d'un vrai shooting avec des acteurs, une équipe, un studio? Deuxième question, faut-il préparer en amont, enregistrer ou bien gérer tout en live? C'est vite une question qui se pose. L'enregistrement en amont permet d'être plus tranquille sur le moment, mais ne pensez pas que ça passera pour du live. Assumez-le. Faire du live peut être plus stressant, mais donnera une continuité et une fraîcheur à votre event. Avec la multiplication des events, le niveau de qualité est aussi monté. Fini le webinaire avec la présentation en fixe, si vous souhaitez marquer les esprits.
La grande question, quel jour aura lieu votre event? À partir de cette date, vous allez pouvoir anticiper, vous organiser comme dans n'importe quel événement, booker les speakers, réserver les studios et surtout monter votre équipe. Il est primordial d'avoir la bonne gestion de projet et les bons partenaires, car en fonction de l'événement, la configuration et les besoins seront complètement différents. Vous aurez besoin d'un event manager pour tous les aspects purement organisationnels, mais aussi d'une équipe de production pour réaliser les contenus, sans oublier la partie communication et de mise en place digitale et technique. Si votre event est international, alors bien anticiper la gestion des langues, les sous-titrages, les interprétations, mais aussi le décalage horaire, et booker les personnes à temps. Ensuite, évidemment, fixez les milestones, les deadlines, prévoyez un peu de marge. L'outil importe peu, vous pouvez utiliser un Gantt, un Trello ou un fichier Excel, mais le suivi est essentiel. Ça y est, vous avez votre rétro-planning prêt. En théorie, tout fonctionne. Alors c'est parti pour le teasing. Vous vous rappelez de vos objectifs? En face, vous avez votre cible, votre audience. Soit elle est existante, soit il faut la créer. Comme dans toute campagne de communication, ne négligez pas cette partie visibilité et recrutement. Votre event doit être visible pour votre public et vous devez réussir à le garder en haleine jusqu'à la date clé. Quels sont vos canaux de recrutement? Newsletter, réseaux sociaux, publicité, votre équipe commerciale? Commencez votre recrutement au moins un mois avant l'événement, plus si vous avez des aspects logistiques à organiser, envoi de matériel ou de cadeaux. Vous devez aussi vous poser la question de où s'inscrivent les participants, de quelle manière, dans quel système. Généralement, les entreprises utilisent une plateforme CRM pour centraliser les contacts et également pouvoir gérer des communications personnalisées. Prévoyez les reminders, si possible en ajoutant quelques éléments de teasing pour intéresser au maximum les gens. Ayez bien en tête que tous les inscrits ne se connecteront pas à l'event, mais vous devez essayer d'en capter un maximum. Depuis le début de la pandémie, les expressions comme apéro Zoom sont devenues banales. Tout le monde sait ce que c'est et les plateformes se sont multipliées. Il en sort certainement une par jour dans le monde. Alors, pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, on peut les classer dans 3 catégories. Tout d'abord, les plateformes collaboratives. Zoom, Teams, Google Meet, pour citer les plus connus. Ensuite, les plateformes de streaming et réseaux sociaux. YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, LinkedIn, avec leurs options pour faire des lives. Finalement, les plateformes événementielles, Hopin, Swapcard, Slido, SpotMe, qui ajoutent des fonctionnalités comme un accès sécurisé, permettent le networking, de gérer des breakout rooms, et souvent peuvent intégrer des flux vidéo des 2 groupes précédents. Alors, quelle plateforme choisir? Cela dépend. Tout d'abord, du nombre d'intervenants et de la volumétrie de l'audience. Ensuite, de la durée de l'événement. 2 heures, 3 jours. Ensuite, des options que vous voulez offrir, comme le networking, ou bien garder dans le temps une relation avec votre audience. Et finalement, des fonctionnalités dont vous avez besoin pendant le live. Par exemple, faire des sondages. Pendant le live, si vous avez de la mise en scène et des interactions avec différents canaux, vous aurez très vite besoin d'une équipe de 5 personnes juste pour la technique. Gérer les flux vidéo, la prise de son, un opérateur de streaming, un showcaller et bien sûr du matériel adapté. Nous vous déconseillons d'improviser cette partie. Confiez-la à des professionnels qui l'ont déjà fait des dizaines voire des centaines de fois. Faites-nous confiance, vous stresserez moins. Aussi, petite astuce, pensez à avoir une présentatrice, un présentateur qui fera le lien entre les différents contenus. Cela donnera du dynamisme, vous permettra aussi de raccrocher avec le grand public. Pensez à une émission de TV, au téléjournal, avec les différents enchaînements entre interviews et reportages. Avant l'event, prévoyez de répéter avec les différents acteurs, qu'ils soient internes ou externes. Il faut que tout le monde soit capable de se connecter et maîtrise un minimum la plateforme. Que le setup soit correct, le fond,
l'éclairage, etc. Et aussi que le code vestimentaire, voire le maquillage, soit accordé. Et surtout, il faut que tout le monde se sente à l'aise. Même si techniquement c'est généralement une formalité, cela rassure et enlève de la pression pour le jour J. En effet, tout le monde n'est pas habitué à ce genre d'exercice et vous corrigerez assez facilement beaucoup de petits détails si les gens se connectent à distance. Aussi, vérifiez les connexions Internet. C'est la base pour un bon event. Ça paraît bête, mais c'est le plus commun des problèmes. Alors, connexion filaire et de haut débit. C'est le grand moment. L'adrénaline qui monte avant d'entrer en scène, l'attention aussi en coulisses, et c'est parti pour le live. Normalement, tout va bien se passer, mais pour que tout se passe bien, il faut avoir prévu le pire. Vous avez votre conduite de l'event, un document qui reprend tout le programme, les contacts des différents intervenants, les timings, les enchaînements. Vous vérifiez que tout le monde arrive à se connecter à votre plateforme, à votre live, et bien sûr, vous avez prévu un petit countdown et un dernier email reminder juste avant l'event. En cas de problème, vous avez un email prêt pour communiquer à votre audience ce qu'il faut le faire, et vous avez aussi les cartons pour indiquer qu'il y a un problème. Mais tout se passe bien. Vous êtes live. La présentatrice est en pleine forme, les contenus s'enchaînent, les groupes se forment, les interactions se mettent en place. Jusqu'à la fin de l'event, restez concentrés et ayez toujours un écran de suivi comme le participant. Soyez clair aussi, au niveau de votre équipe, sur les rôles de chacun et comment communiquer entre vous. Bravo, l'event prend fin. Vous allez bien dormir ce soir. Le storytelling, le deuxième plus vieux métier du monde. Le digital event, c'est du storytelling, et ça nous met dans les bottes du conteur d'histoire. Et pour revenir sur nos conseils, un bon conteur d'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Un bon conteur d'histoire, il veut transmettre un message, concrètement les objectifs clairs que doivent atteindre votre événement. Deuxième point, le conteur d'histoire immerge son auditoire dans son univers au service du message. Là, on parle de la plateforme de communication qui est là pour assurer l'atteinte de vos objectifs. Troisième point, le bon conteur d'histoire, il va structurer son récit en chapitres pour retenir l'attention de son auditoire. Là, on parle d'un schéma narratif quasi universel qui découpe l'activation en séquences. Tout d'abord, on a une situation initiale, le problème à adresser. Ensuite, on a des éléments déclencheurs, une invitation, une inscription, voilà, autant d'interactions. Ensuite, on a les péripéties, le contenu de votre digital event. Ensuite, on a le dénouement, le replay, les cadeaux, le suivi commercial potentiellement. Et enfin, on a la situation finale, la réalisation de vos objectifs. Et dernier point concernant le conteur d'histoire, il maîtrise son récit de bout en bout. Et là, on parle d'une maîtrise totale des aspects techniques pour qu'il reste avant tout au service de vos objectifs et de l'expérience. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez appris 2-3 trucs qui vous aideront. On se retrouve tout de suite pour les questions-réponses en live. C'est très bon. Et rebonjour à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver cette fois-ci en live après cette présentation qui effectivement était préenregistrée. Et sans plus attendre, on va pouvoir maintenant répondre à vos questions. On s'en était préparé quelques-unes en réserve en plus. Donc let's go. Peut-être qu'on commence par les questions qui nous ont été posées, qu'on a publiées directement dans le chat. Alors la première question, c'était: avez-vous justement enregistré votre présentation en amont ou est-ce un live? Eh bien, c'était bel et bien enregistré. Voilà. On a voulu préparer ça bien pour vous honorer avant tout et pour travailler notre création avec notre directeur de création, Julien, et avoir le meilleur contenu à vous proposer aujourd'hui et pouvoir se concentrer maintenant sur vos questions. Deuxième question. Deuxième question de Christelle. Quel est le provider que vous utilisez pour le flux vidéo? Alors tout de suite, là, on rentre dans des questions plus techniques. Bah, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'événement qu'on organise. Ça dépend des contraintes que vous allez pouvoir avoir aussi d'un point de vue de l'entreprise qui organise ça. Donc, comme on l'a vu dans la présentation, il y a
on a classé en trois grands types de plateformes, les outils collaboratifs que vous connaissez tous pour vos réunions dans les entreprises, les Zoom, les Teams, les Google Meet. Donc, évidemment, souvent, on utilise ça qui permet d'avoir un premier flux vidéo. Et après, pour le streaming, une fois qu'on a remixé différents flux, on va l'envoyer peut-être avec un Vimeo, par exemple, ou bien directement sur une plateforme comme YouTube, comme Twitch, comme Facebook. Donc, ça dépend vraiment de l'événement. Et puis, peut-être, je vais enchaîner sur les questions de Mathieu, parce qu'elles sont assez liées à ça. De quoi on a besoin au niveau matériel? Est-ce qu'un ordinateur, une webcam suffit? Qu'en est-il des petits events? Est-ce qu'on peut créer des events légers sans avoir besoin d'une présentatrice, d'avoir du maquillage? Alors, c'est des super bonnes questions. Et il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est à la fois côté technique, ce que vous voulez mettre en place. C'est sûr que ce n'est pas pareil de faire un Facebook Live directement. Et ça, c'est possible avec juste un téléphone, éventuellement un petit peu plus de matériel, mais très simple, une petite lumière, un trépied, que de faire un vrai event avec différentes scènes, avec des gens qui sont à différents endroits, différentes localisations, avec éventuellement des complexités comme de l'interprétation s'il y a plusieurs langues. Donc, tout dépend vraiment de l'event et de ce que vous voulez transmettre. Donc, oui, en utilisant des Facebook, des Instagram, même LinkedIn maintenant qui a lancé ses lives, vous pouvez faire ça juste avec un ordinateur, une webcam ou un téléphone. Maintenant, si vous voulez quelque chose de professionnel, qui est aussi dans un écrin, dans un environnement qui vous est propre avec des fonctionnalités, et ben là, c'est différent. Par exemple, aujourd'hui, nous utilisons la plateforme qui a été mise en place par le LEC. Donc, c'est leur solution à eux pour permettre ce streaming. Petite question, croyez-vous en l'hybridation des salons à l'avenir? Très bonne question. Très bonne question. Et oui, on y croit, d'autant plus que le modèle des grands salons, des grandes messes posait déjà quelques questions avant l'épisode sanitaire. Et c'est l'occasion vraiment d'avancer fondamentalement sur ce que doivent devenir ces grands-messes. Et oui, l'hybridation, c'est quelque chose qui va marcher, qui doit marcher, mais ça pose des questions assez fondamentales sur qu'est-ce qu'un salon, qu'est-ce qu'un regroupement professionnel de gens qui partagent un même intérêt. Est-ce qu'on ne doit pas se transformer également en marque média au long cours sur l'année et avoir un parachèvement qui serait un salon hybride à terme. Voilà, il y a pas de réponse définitive qui pourrait s'appliquer à tous les cas là-dessus, mais on a le plaisir de pouvoir réfléchir à ça en ce moment sur certains de nos sujets. Et oui, l'hybridation, c'est un modèle auquel on croit fondamentalement. Ça permet également de générer un engagement un petit peu différent et peut-être un peu plus filé sur l'année, ce qui est assez intéressant. François, quelque chose à rajouter? Oui, j'ajoute là-dessus ce qu'on a vu pendant la dernière année où il y a, comme tout le monde l'a commenté et l'a vécu, il y a des phénomènes qui se sont accélérés. Donc, on a beaucoup parlé du phénomène du e-commerce qui a pris de l'ampleur, mais tout le monde a fait des apéros Zoom pour commencer. Et puis, évidemment, les events forcés, contraints ont été annulés. Et il y a une rencontre de deux mondes. Il y a la rencontre entre le monde de la communication du digital, donc celui duquel on vient en tant qu'agence digitale, et puis celui de l'événementiel, qui avant était quand même assez séparé. Et pendant cette pandémie, se sont rencontrés et il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Et demain, oui, moi je suis convaincu aussi qu'il y aura à la fois des events live réels où on se retrouve parce que tout le monde en a envie et puis que c'est nécessaire et c'est indispensable, mais en même temps, il y aura une partie aussi digitale parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages, notamment de pouvoir le diffuser à beaucoup de monde, à différents endroits dans le monde, par exemple, d'avoir d'autres interactions, de créer une autre expérience, et ça va se développer, oui. D'autres questions qu'on prend au fur et à mesure. Donc, à votre avis, quels outils permettent de fédérer le public lors du live? Super question aussi.
Super question. Là, on revient sur comment créer l'expérience. C'est quelque chose qu'on a à cœur d'arriver à faire opérer cette rencontre entre la marque, son public, par une expérience. Alors, dans un live, comment est-ce qu'on fait ça? Dans nos expériences, on a pu, par exemple, créer des moments. On va ajouter du physique. Par exemple, envoyer un cadeau ou une boîte ou quelque chose aux participants. Donc là, on parle plutôt d'un cadre B2B, hein, où vous connaissez, ou bien c'est par exemple des prospects qui sont vraiment intéressés. Et on va leur envoyer un cadeau. Alors, ça peut être, par exemple, on a fait ça sur un événement, ça va être une mignonnette de champagne avec des petits goodies. Et puis, à un moment donné, pendant l'événement, eh ben, on va tous trinquer ensemble. Donc, comme ça, on va recréer ça. À la fois, ça incite les gens en amont, il y a un côté teasing, ils reçoivent cette boîte, ils reçoivent quelque chose, ça les intrigue, ça donne envie vraiment de se connecter, parce que ça, c'est aussi un challenge, comment avoir un maximum de gens connectés à l'événement. Et pendant l'événement, ça crée un moment qui est différent, qui change de vos classiques réunions que vous avez pour le travail pendant toute la journée, qu'on enchaîne et dont on se lasse. Et ça permet vraiment de garder les gens engagés pendant la conférence. D'autres options, c'est aussi c'est les chats, des sondages, des questions, comment créer un petit peu d'interactivité. Ça va être peut-être d'avoir des expériences plus personnelles, hein, pour de décrocher sur des one-to-one, par exemple. Et puis, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer du gaming, on peut imaginer un environnement visuel qui est différent. Donc, beaucoup de choses qui permettent de fédérer le public et puis de les engager. Une fois qu'on a une plateforme de communication assez claire sur ce qu'on veut faire, voilà, qui va englober l'ensemble de l'événement au sein d'un concept qui est vraiment consistant, aller trouver des petites interactions physiques ou même digitales au sein de l'événement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que ce soit effectivement extrêmement cohérent avec la plateforme et ça rend le tout nettement plus intéressant et engageant pour les audiences. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant vos autres questions qu'on prend au fur et à mesure qu'on publie, n'hésitez pas. Et puis, peut-être un petit commentaire là-dessus. Nous, je pense qu'en tant qu'agence de communication, on a l'habitude de réfléchir comme ça, de poser les objectifs, de poser les publics qu'on va cibler. Et ensuite, de réfléchir sur des concepts, sur des big ideas, sur des plateformes de marque, et ensuite de mettre en place toute la communication qui va permettre de faire ça. Et finalement, dans un event digital, on est aussi dans un exercice de communication, ça, il ne faut pas l'oublier, et on va essayer de reproduire cette bonne expérience et ce match, cette compréhension, cette interaction entre une marque et son public. Alors, on a une question pas surprenante. Quel budget prévoir pour produire un événement digital? On l'avait un peu préparé, on s'en doutait un tout petit peu qu'elle allait tomber, celle-là. François, que peux-tu nous dire sur le budget? Eh ben, tout dépend de l'événement. Il y avait, dans les premières questions, on avait est-ce que juste un ordinateur et une webcam, ça suffit? Alors, si vous faites un Facebook Live, oui, ça suffit. Et dans ce cas-là, votre budget, il est tout petit. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, par exemple, quand on gère du community management ou des campagnes sur le social media pour certaines marques, d'organiser ça avec des moyens qui sont très raisonnables, hein. Quelques lumières, éventuellement un fond, on peut faire des incrustations éventuellement sur un fond vert, donc mais c'est très accessible. Maintenant, dès que vous voulez faire quelque chose qui va demander différents flux vidéo, etc., on va vite être sur plusieurs dizaines de milliers de francs. Et puis après, il n'y a pas de limite, hein. Tout dépend du concept, tout dépend aussi de ce que vous englobez dans le budget. Est-ce que c'est la partie communication? Est-ce que c'est que la partie live? Est-ce qu'il y a la production en amont, d'enregistrer des vidéos, de travailler, de monter ces vidéos, d'ajouter du contenu dedans? Ça aussi, c'est des coûts. Mais est-ce que vous le considérez dans l'event ou en dehors? Donc très, très variable. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, comment concilier public, physique et virtuel lors d'un event hybride? Il faudrait voir l'event, déjà. Je pense que chaque event, hein, ça c'est aussi très important, chaque event a sa particularité. Ce qui est important quand on fait un event, comme on l'a vu, c'est quel est le message qu'on veut passer.
Donc, évidemment, si on prend un event monomarque, monoproduit, par exemple, pour un lancement de produit, comme on a pu faire, peut-être on vous en dira quelques mots pour un de nos clients après, et ben, là, on sait de quoi on va parler. Après, si vous êtes dans un event comme le LEC, par exemple, où vous avez différents intervenants, différents salons, les besoins sont complètement différents parce que votre rôle en tant qu'organisateur, comme le LEC, va être de mettre en avant l'ensemble des conférences. Comment est-ce qu'on fait vivre les deux publics physiques et virtuels? Ben, je pense que là, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est comme dans le digital, comment est-ce qu'on fait vivre une expérience sur desktop et sur mobile? Il y a différents touchpoints, il y a différentes manières d'accéder au contenu, il y a différents customer journey, et chacun va avoir sa manière de faire. Ce qu'on peut voir dans les gros événements, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y a le côté physique où, par exemple, vous avez accès pendant une journée à l'événement, et là, on est dans quelque chose d'assez classique, avec évidemment des capacités peut-être réduites en ce moment, et que vous avez en même temps l'accès à toutes les conférences via le visio, quoi, via le digital. Donc, par moment, peut-être vous allez profiter du moment où vous êtes sur l'événement vraiment pour vous concentrer sur les rencontres, sur le côté de rencontrer les gens, hein, de networking. Et puis, chez vous, ben, faire plus du picking à la carte. Hein, c'est un peu la télé à la carte de je veux telle conférence, je vais me connecter un petit moment, voir si c'est intéressant, repartir. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Ben, c'est une excellente question à déterminer en fonction de l'événement. Alors, de votre expérience, est-ce que les events live permettent de convertir les prospects en clients aussi efficacement que le présentiel? Ben, on a de bonnes questions. La problématique pendant la pandémie, c'est que de toute façon, le présentiel n'était pas possible. Donc, il a fallu inventer d'autres moyens. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ben, c'est différent. Alors, d'une certaine manière, je pense que rien ne remplacera une rencontre et une interaction directe. Maintenant, il y a aussi un avantage à ce type d'événement et de digital, c'est de pouvoir toucher peut-être plus de monde. Donc, il y a un effet peut-être volume et reach plus important que dans l'interaction en one-to-one. Mais là aussi, tout dépend de dans quel univers, dans quel secteur. Est-ce que vous êtes en B2C, en B2B? Donc, c'est extrêmement variable. Une question intéressante également. Communication post-event, importante ou superflue, quelle piste adopter? Et là, c'est l'un des intérêts du digital, c'est pour rentrer dans des vraies logiques CRM potentiellement après l'événement. Ouais, logique CRM. Donc, vous avez là, je vais prendre l'exemple ici. Nous, on fait cette conférence. Évidemment, c'est pour donner de la visibilité à détail, c'est pour donner de la visibilité à notre offre. Et puis, vous êtes inscrit. Et puis, on espère bien qu'après cet événement, on va pouvoir avoir quelque chose avec vous. Donc là, c'est une organisation aussi interne à la marque. C'est à la fois une question d'outils, de techniques, de CRM, par exemple, de communication. C'est aussi une question, par exemple, d'équipe commerciale qui doit faire son travail ensuite de relancer, de définir quels sont les besoins, d'identifier les besoins. Mais oui, c'est hyper important. Enfin, à notre avis, c'est important. Et puis, il y a cette idée aussi de créer une communauté, de créer une relation avec des gens, pas seulement à un moment T, mais aussi dans le long terme. Ça, c'est... Dans le long terme, l'intérêt, le mouvement sur des marques médias, potentiellement, alors chacun à son échelle, et effectivement pouvoir prolonger cette première interaction en live ou simili-live ou peut-être intéressante sur le long terme. Et on sait que pour transformer un lead, il nous faut de temps en temps un petit peu de temps. D'autres questions? On a fait un petit tour. On a fait un bon tour. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on peut discuter? 5 minutes. Alors. 5 minutes. Quels outils pour le suivi à part replay et messages clés? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Le suivi des clients et du public, hein, ceux qui se sont connectés, j'imagine. Ces gens-là, en fait, il faut continuer la conversation avec eux. Une conversation, si possible, intelligente. Donc, là encore, tout va dépendre de vos objectifs. Est-ce que c'est, par exemple, faire connaître un nouveau produit, et puis là, il y a peut-être une éducation à faire sur ce produit. Donc,
envoyer par exemple des emails avec de l'information, des notifications, avec un peu du contenu éducationnel. On peut imaginer ça pour un produit technique ou peut-être pour une montre, par exemple, quelque chose comme ça qui permet d'onboarder en fait le client et de le rapprocher de généralement ce qui est l'objectif final de vente. Donc ça va se faire avec du contenu, avec du CRM, avec de l'emailing, avec du contenu sur généralement un site. Ça peut être aussi une conversation directe, simplement par téléphone ou bien par meeting, un rendez-vous. Après, on peut imaginer des webinaires, quelque chose de plus précis, ou bien en petit comité. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose d'assez général pour tout le monde, puis ensuite d'avoir quelque chose de plus personnalisé en petits groupes sur une thématique plus précise, ou bien pour répondre à des questions particulières à un besoin. Ouais, des adjonctions de contenu sur des modes différents, des compléments de contenu qui pourraient suivre, ou effectivement d'autres modes, comme des réunions sur des plus petits comités ou des sujets un peu plus précis. Après, un event, ça s'inscrit dans une communication de marque plus globale. Donc ça, c'est un élément de votre communication, comme vous avez vos newsletters, votre site, vos réseaux sociaux, etc. Donc, comment est-ce que c'est un peu le highlight, comment cette conférence, cet event vient comme événement phare peut-être de l'année ou du trimestre, tout dépend de votre activité, mais il doit s'inscrire dans votre communication globale. J'ai un LOL dans le chat, donc je me permets de le publier. Voilà, c'est fait. Très bien. Écoutez, il nous reste 3 minutes. Je pense qu'on a fait... Alors, attendez. Il y a encore des questions. Il y a encore des questions. Alors, dans un event digital, pourquoi limiter le nombre de participants? La limite est-elle technique, bande passante de la plateforme? Y a-t-il des bénéfices-risques à ne pas limiter? D'abord, le point technique. Le point technique, ça dépend de la plateforme. Ça dépend de la solution choisie. Ouais. Il n'y a pas de problème pour avoir des milliers de personnes connectées en même temps. Il y a des plateformes suffisamment solides pour faire ça, et ce n'est pas un problème technique. Après, je pense que c'est plus une question de qualification des personnes. C'est-à-dire qu'à certains événements, vous ne voulez pas avoir tout le monde. Vous voulez simplement aussi valider peut-être qui va se connecter, les connaître et les accepter. Il faut vous poser aussi des questions de est-ce que votre contenu, vous le mettez à disposition? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Ça aussi, on peut se poser ça dans un event. Est-ce qu'il faut payer pour accéder? Ou bien est-ce que c'est gratuit? Si c'est du B2C, généralement, vous aurez envie de le faire à un plus grand nombre. Et généralement, pour ça, quand c'est du B2C, que vous voulez que ce soit en open access, vous allez plutôt vous orienter sur une diffusion via un YouTube, un Facebook, un Instagram. Après, si vous êtes dans un univers plutôt B2B, où vous souhaitez avoir uniquement des prospects, pas vos concurrents, etc., là, vous mettez en place d'autres systèmes et une qualification des participants. Comment gérer la partie questions-réponses de façon optimale quand on est en format hybride et que le public à distance est constitué de groupes? Besoin de concertation du groupe pour les questions. Alors, c'est assez difficile, effectivement, sur des formats, sans avoir des groupes thématiques où on peut avoir un échange direct avec l'ensemble des participants et, entre guillemets, se concerter en live autrement que par un chat. Donc, ce format-là est plus complexe. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est sur des plus petits formats, des ateliers qu'on pourrait, par exemple, mener à la fin de cette présentation un peu générale. Dans un autre monde, on pourrait imaginer des ateliers en plus petits comités, avec effectivement plus d'interaction en live, directement avec chacun des participants. Et je pense que comme il ne reste plus que 30 secondes dans ce live et que ça va couper directement, c'est une bonne transition pour vous dire qu'on est à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer un email à sayhello@details.ch, nous connecter, vous demander une connexion via la plateforme du LEC, et qu'on a hâte de vous rencontrer en vrai, si vous avez des besoins, pour en discuter, et qu'on serait ravis de vous voir pour de vrai. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Au revoir.